Mon nom est Léla Stone, et à 31 ans, j'ai été la bouée de sauvetage de ma famille pendant trop longtemps. Je suis organisatrice d'événements indépendants et je paie leur loyer, leurs factures d'électricité et de gaz, ainsi que les projets chimériques de mon frère aîné. Il ne m'appelle jamais pour prendre de mes nouvelles, mais seulement pour obtenir de l'argent. Samedi dernier, je suis allé à une réunion de famille dans le jardin de mes parents à Atlanta, en espérant un rare moment de connexion. Au lieu de cela, je suis tombé dans un piège. Mon frère a exigé 50 000 $ pour sa dernière entreprise. Mes parents l'ont soutenu, leur voix était dure, insistant sur le fait que je devais cela à la famille. J'ai dit non. L'atmosphère est devenue glaciale, leur regard noir me blessant plus profondément que les mots. Je suis parti, le cœur battant à tout rompre, sachant que j'avais franchi une ligne. Dimanche matin, mon téléphone a vibré. Un message de mes parents disait « Vous ne faites plus partie de cette famille. S'il vous plaît ne nous contactez pas. » Mes doigts tremblaient pendant que je tapais en retour « Ne vous inquiétez pas. Mon argent ne vous contactera pas non plus. » 5 minutes plus tard, 23 appels manqués ont envahi mon écran. Leur panique m'a tout dit, ils avaient besoin de mon portefeuille, pas de moi. Ce moment a allumé une flamme. J'en avais fini d'être leur distributeur automatique de billets. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, et je suis prête à tout partager. Si vous avez déjà été piégé par les exigences familiales, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous. Parlons de la façon de se libérer. Restez connectés pour voir comment j'ai fait. Laissez-moi vous ramener à ce samedi soir dans le jardin de mes parents. J'avais conduit jusqu'à leur maison d'Atlanta en espérant un rare moment de chaleur familiale, peut-être un rire autour de vieilles histoires. Au lieu de cela, je suis entré dans un guet-apens. Mon frère aîné, Dylan, n'a même pas attendu que le barbecue refroidisse. « Léla, j'ai besoin de 50 000 $, a-t-il dit, sa voix douce mais tranchante, comme un vendeur concluant une affaire. Ma nouvelle boutique de mode est une mine d'or. Du prêt-à-porter de rue haut de gamme, des modèles exclusifs. C'est une affaire sûre. » Ses yeux se sont fixés sur les miens, débordant de ce mélange familier de charme et d'attente. J'avais déjà entendu ce discours auparavant, son café artisanal qui a fait faillite, son camion-restaurant qui n'a jamais roulé. À chaque fois, j'avais vidé mes économies pour le maintenir à flot. Cette fois-ci, j'avais le cœur serré. Je n'étais pas sûr de pouvoir le refaire. Papa est intervenu avant que je ne puisse répondre. « Léla, tu dois soutenir ton frère », a-t-il dit d'un ton lourd, comme si je loupais un test invisible. La famille se soutient. Maman s'est penchée en avant, ses yeux se rétrécissant. C'est ton devoir d'aider, a-t-elle dit, ses mots coupant l'air chaud de la nuit. Devoir. Le mot est tombé comme un poids sur ma poitrine. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité, payant leur loyer, couvrant les factures d'électricité et de gaz, payant même l'assurance automobile de Dylan quand il oubliait de payer. Je m'étais toujours dit que c'était de l'amour, que la famille signifiait des sacrifices. Mais debout devant eux, face à leur visage plein d'attentes qui me fixaient, je me sentais comme un compte bancaire, pas comme une fille. J'ai pris une lente inspiration, mes doigts serrant le bord de ma chaise. Je ne peux pas, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne le voulais. J'ai déjà tellement payé. Votre loyer, 3 000 $ par mois. Les factures, 5 cents $ de plus. L'assurance de Dylan, ses prêts commerciaux. L'année dernière, j'ai déboursé 22 000 $ pour vous maintenir tous à flot. J'ai fait une pause, observant leur visage, espérant une lueur de gratitude. Il n'y en avait aucune. La mâchoire de papa s'est crispée. Les lèvres de maman se sont pincées comme si je l'avais insulté. Dylan s'est adossé en croisant les bras, un sourire narquois sur le visage. « Tu es assise sur tout cet argent de la planification d'événements ?» a-t-il dit, sa voix assez forte pour résonner dans le jardin. « Et tu es trop égoïste pour aider ton propre frère. » Incroyable. Égoïste. Le mot a frappé comme un coup de poing, résonnant dans mes oreilles. Je sentais chaque regard posé sur moi, les cousins, les tantes, les oncles, les voisins invités au barbecue. Leur regard brûlait, me jugeant, me désignant comme la méchante. Ma gorge s'est serrée et, pendant un moment, j'ai voulu céder, signer le chèque juste pour que cela s'arrête. Je l'avais déjà fait auparavant, apaiser les choses, maintenir la paix. Mais quelque chose s'est brisé en moi.
Ce n'était pas moi qui brisais cette famille. C'était moi qui la maintenais unie, et ils ne le voyaient même pas. Je ne suis pas égoïste, ai-je dit, ma voix plus ferme à présent, s'élevant au-dessus des murmures. J'ai donné tout ce que j'avais. Quand est-ce que cela s'arrête? Personne n'a répondu. Le silence était plus fort que leurs mots. Tante Karen, qui regardait silencieusement depuis le bout de la table, a croisé mon regard. Elle n'a pas parlé, mais ses yeux contenaient une douceur qui ressemblait à une bouée de sauvetage. Plus tard, alors que je me tenais près de la table des desserts en faisant semblant de m'occuper des assiettes, mon téléphone a vibré. Son message disait « Léla, tu ne leur dois pas d'excuses. Tu les portes sur ton dos depuis assez longtemps. » J'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. Karen avait toujours été celle qui voyait clair à travers le chaos, celle qui ne cédait pas aux exigences de la famille. Ces mots étaient une étincelle, un rappel que je n'étais pas folle de vouloir dire non. J'ai glissé à nouveau mon téléphone dans ma poche, mes mains tremblant, partagées entre la culpabilité et un sentiment croissant de défi. Je ne pouvais pas rester. Je dois y aller, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. J'ai reculé ma chaise, le grincement contre le patio coupant l'attention. Maman m'a interpellé. Léla, ne donne pas en spectacle. Dylan a ricané, marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais dramatique. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi la porte du jardin, leur voix s'estompant derrière moi, et je suis monté dans ma voiture. Alors que j'étais assise là, agrippant le volant, mon esprit tournait. J'avais passé des années à penser que mon rôle était de les maintenir à flot, le loyer, les factures, les rêves de Dylan. Mais et si ce n'était pas de l'amour? Et si c'était juste du contrôle? Cette pensée m'a frappé de plein fouet. Dire non n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de me réapproprier. En rentrant chez moi, la silhouette d'Atlanta défilant de manière floue, j'ai rejoué la soirée dans ma tête. Le sourire narquois de Dylan, les mots durs de maman, la déception de papa. Ils n'étaient pas nouveaux, mais ils semblaient plus lourds à présent. J'avais toujours été celle qui réparait, celle qui payait pour maintenir la paix. But la paix à quel prix? Mes économies étaient vidées, mon énergie épuisée, et pourquoi? Pour être traité d'égoïste devant tout le monde. Je me suis garé dans ma résidence, mes mains tremblant encore. Le message de Karen brillait dans mon esprit, un petit phare dans la tempête. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite, mais une chose était claire, je ne pouvais pas continuer à vivre pour obtenir leur approbation. Pour la première fois, je me suis demandé si je pouvais lâcher prise, non seulement par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à la culpabilité qui m'enchaînait à eux. Dimanche matin, mon téléphone s'est allumé avec un message qui a fait mal. Il venait de maman et papa, leur nom brillant sur l'écran, vous ne faites plus partie de cette famille. S'il vous plaît ne nous contactez pas. Les mots ont frappé comme une lame, tranchante et froide, coupant des années de sacrifices que j'avais fait pour eux. J'étais assise sur mon canapé à fixer le message, ma respiration superficielle. Pendant un instant, je suis redevenu une enfant, désespérée d'obtenir leur approbation, terrifiée à l'idée d'être rejetée. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit précédente, leurs exigences, leurs accusations, la façon dont ils ont transformé mon nom en trahison. Mes mains ne tremblaient pas de peur, mais de quelque chose de nouveau, la colère. J'ai répondu par message, mes doigts bougeant avant que je ne puisse trop y penser, ne vous inquiétez pas. Mon argent ne vous contactera pas non plus. J'ai cliqué sur envoyer, et le silence qui a suivi ressemblait à de la liberté. 5 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. 23 appels manqués, Dylan, maman, papa, l'un après l'autre, leurs noms clignotant comme des signaux d'alarme. Les messages vocaux s'accumulaient, chacun étant plus acéré que le précédent. La voix de Dylan dégoulinait de venin, tu nous abandonnes, Léla. Tu vas le regretter. Le message de maman était plus doux, mais non moins blessant, comment as-tu pu nous faire cela? Nous t'avons élevé. Celui de papa était direct, tu es ingrate. Je n'ai pas écouté le reste. Leurs mots étaient un refrain de reproche, mais je n'ai pas été ébranlé. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient parce que j'avais coupé le robinet de leur vie gratuite. Mon argent, la seule chose qu'ils semblaient apprécier, était désormais hors de portée. J'ai ouvert mon application bancaire, ma résolution se durcissant. Pendant des années, j'avais couvert leurs dépenses, le loyer,
l'électricité et le gaz, même la carte de crédit qu'ils utilisaient pour les urgences qui incluait bizarrement le nouveau téléphone de Dylan. J'ai fait défiler les paiements automatiques, $3000 pour leur appartement, $600 pour l'électricité et le gaz, $1200 pour le solde de la carte de crédit de Dylan. Mon pouce a survolé l'écran, puis a appuyé sur « Annuler » pour chacun d'eux. Les confirmations sont apparues une par une, et j'ai senti un poids s'envoler. Je ne faisais pas que couper les paiements, je coupais les fils qu'ils avaient noués autour de moi. Je les ai imaginés ouvrant leurs factures le mois prochain, réalisant qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Pour la première fois, je n'avais pas peur de leur réaction. J'étais prête pour cela. Mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, c'était mon petit ami, Caleb. « Léla, ça va ?» a-t-il demandé, sa voix stable, me rassurant. Je lui ai parlé du message, de ma réponse et du barrage d'appels. « Tu as fait le bon choix », a-t-il dit. « Ils ne peuvent pas continuer à t'utiliser comme cela. Tu n'es pas leur banque. » Ces mots faisaient écho à ceux de tante Karen de la nuit précédente, et j'ai ressenti une lueur de clarté. J'avais passé des années à penser que je devais mériter leur amour avec mon portefeuille. La voix de Caleb m'a ramené à la réalité. Je ne leur devais pas ma vie. Je l'ai remercié, ma voix tremblant un peu, et il a promis de passer plus tard. Pour l'instant, je devais me concentrer. J'ai pris un carnet, mon stylo bougeant rapidement alors que je commençais à lister chaque dépense que j'avais couverte, le loyer, $36 000 l'année dernière, l'électricité et le gaz, $7200, l'assurance automobile de Dylan, $2400, ses projets d'entreprise, le café. Le camion-restaurant, et maintenant cette boutique, encore $15 000. Les chiffres me fixaient en retour, un grand livre de ma loyauté. Je n'écrivais pas cela pour eux. Je l'écrivais pour moi, pour voir la vérité noir sur blanc. Ils ont pris plus que de l'argent, ils ont pris ma paix. J'ai décidé de leur envoyer cette liste, non pas pour me disputer, mais pour indiquer clairement que j'en avais fini de porter leur fardeau. J'ai rédigé un courrier électronique joignant le détail, mes mots étant simples, voici ce que j'ai payé. C'est fini maintenant. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je voulais être sûr. Assise là, mon carnet à la main, j'ai senti un changement. Leur message était censé me briser, me culpabiliser pour donner plus. Mais il avait fait tout le contraire. Ils m'avaient montré qui ils étaient quand je disais non. Ils n'appelaient pas pour arranger les choses, ils appelaient pour me maintenir dans le rang. J'ai posé le carnet, mon esprit tournant rapidement mes clairs. Ce n'était pas la fin du combat, mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Je ne faisais pas que m'éloigner de leurs exigences, je marchais vers moi-même. Le lendemain, mes notifications Instagram ont commencé à exploser. J'étais à mon bureau en train d'essayer de me concentrer sur le tableau d'inspiration pour le mariage d'un client quand mon téléphone a vibré au point de presque tomber de la table. J'ai ouvert l'application et j'ai vu la publication de Dylan me fixer en retour, une photo de l'appartement vide de maman et papa, des cartons empilés dans un coin, avec la légende, quand votre sœur choisit l'argent plutôt que la famille. Mon estomac s'est noué, non pas de culpabilité, mais à cause de cette pure audace. Il avait déformé l'histoire pour faire de moi la méchante, comme si je n'avais pas payé leurs factures pendant des années. La publication avait déjà des dizaines de mentions j'aime, et les commentaires s'accumulaient, chacun étant une nouvelle attaque contre ma personne. J'ai fait défiler vers le bas et je me suis figé. Mon ancienne amie Stacy Bell avait commenté, sans cœur. Je ne peux pas croire que Léla ferait cela à sa propre famille. Elle avait partagé la publication dans sa story, ajoutant un emoji de cœur brisé pour plus de drama. Stacy et moi n'avions pas été proches depuis des années, mais ces mots faisaient mal, amplifiant l'attaque de Dylan auprès de ses milliers d'abonnés. Je pouvais sentir le jugement se propager comme un feu de forêt à travers nos anciens cercles sociaux. Mon téléphone a encore vibré, un message d'une collègue, Jenna, « Salut Léla, ça va ?» La publication de Dylan tourne sur notre discussion de groupe. Les gens parlent. J'ai fixé le message, mon pouce accélérant. La discussion de groupe était pleine d'amis communs, de collègues, même de clients. Ce n'était plus seulement un drame familial, c'était une humiliation publique. Je voulais répliquer, dire au monde entier comment j'avais financé leur vie, loyer, factures, les entreprises ratées de Dylan. But, je me suis arrêté. Répondre n'aurait fait qu'alimenter le feu, donnant à Dylan et Stacy l'attention qu'ils désiraient. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration et j'ai ouvert mes messages.
Il y en avait un de ma cousine Nora, Léla, j'ai vu la publication. Ta famille dépasse les bornes. Ils profitent de toi depuis toujours. Tu ne mérites pas cela. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, perçant le bruit. Nora avait toujours été celle qui comprenait, le rare membre de la famille qui ne me considérait pas comme un distributeur de billets. J'ai écrit une réponse rapide, merci, Nora. Cela signifie beaucoup. Son soutien m'a stabilisé, mais le poids de la publication persistait. J'ai posé mon téléphone et j'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit revenait sans cesse aux commentaires. Des inconnus y allaient de leurs commentaires à présent, quel genre de surf est cela? La famille d'abord, toujours. Chacun d'eux était comme une aiguille piquant ma résolution. J'ai passé des années à me bâtir une réputation d'organisatrice d'événements, fiable, professionnelle, gentille. Maintenant, la publication de Dylan me dépeignait comme une traîtresse égoïste. Je me demandais combien de clients l'avaient vu, combien douteraient de travailler avec moi. Cette pensée m'a serré la poitrine, mais je l'ai repoussée. Je n'avais pas commencé ce combat, et je ne laisserai pas leurs mensonges me définir. Pour me rassurer, j'ai ouvert mon application bancaire. Je devais être sûr que tous les liens étaient coupés. J'ai fait défiler mon historique de transactions, vérifiant à nouveau les paiements automatiques que j'avais annulés hier. Les confirmations étaient là, chacune marquée comme annulée. Le solde de mon compte semblait déjà plus sain, mais ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de liberté. J'ai imaginé Dylan vérifiant sa carte, maman et papa ouvrant leur prochaine facture, réalisant que je n'étais plus leur filet de sécurité. Cette pensée m'a apporté une lueur de satisfaction, mais aussi un pincement de tristesse. Je ne voulais pas en arriver là. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Le tableau d'inspiration de mariage était toujours ouvert, un rappel de la vie que j'étais en train de me construire. La publication de Dylan, le commentaire de Stacy, les commérages de la discussion de groupe, ils étaient bruyants, mais ils ne représentaient pas la vérité. J'ai choisi de ne pas répondre, de ne pas m'engager. Laissez-les parler. J'en avais fini de m'expliquer devant des gens qui n'appréciaient que ce que je pouvais leur donner. Le message de Nora restait dans mon esprit, une encre tranquille. Je n'étais pas seul dans cette épreuve. Pour l'instant, j'ai fermé Instagram et désactivé mes notifications. Le monde peut attendre. J'avais du travail à faire et une vie à récupérer. Mardi soir, j'étais assise dans mon appartement avec Caleb. Le silence entre nous était confortable, un contraste saisissant avec le chaos des derniers jours. Mon téléphone était éteint, les notifications réduites au silence après la tempête Instagram de la veille. Caleb m'a regardé, ses yeux doux mais sérieux. « Léla, tu n'as pas à continuer de leur prouver ta valeur, a-t-il dit, sa voix stable. L'amour n'est pas une question de combien tu paies. Tu es assez sans leurs exigences. » Ces mots ont atterri doucement, dénouant un nœud que je portais depuis des années. J'avais toujours pensé que je devais donner de l'argent, du temps et de l'énergie pour être digne de l'affection de ma famille. Le réconfort de Caleb ressemblait à une autorisation de lâcher prise, de me voir au-delà de leurs attentes. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, reconnaissante pour sa clarté. Un coup à la porte nous a interrompus. C'était tante Karen, son visage chaleureux mais teinté d'inquiétude. Elle s'est assise, serrant une tasse de thé que je lui avais offerte. J'ai entendu parler de la publication, a-t-il dit, en secouant la tête. Mais il y a autre chose. Vos parents ont utilisé votre argent pour acheter un téléviseur de 65 pouces le mois dernier, $2000, le haut de gamme. Ils s'en sont vantés lors d'un dîner de famille, mais ne t'ont jamais mentionné. Ces mots ont frappé comme un coup de poing que je n'avais pas vu venir. J'avais couvert leur loyer, pensant que c'était pour des nécessités, alors qu'ils faisaient des folies sans un mot de remerciement. La voix de Karen s'est adoucie. Tu leur as tout donné, Léla. Ils n'ont pas à exiger davantage. Son honnêteté m'a ancré, mettant en lumière leurs droits excessifs qu'ils s'octroyaient. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de la doctoresse Hélène et pour ma première séance de thérapie. Elle s'est penchée en avant, sa voix calme mais interrogatrice. Que signifie la liberté pour vous, Léla? La question m'a prise au dépourvu. J'ai hésité, puis j'ai dit, ne pas avoir l'impression de leur devoir ma vie. La doctoresse a hoché la tête, m'encourageant à creuser plus profondément. Nous avons parlé de mon rôle dans la famille, de la façon dont j'avais lié ma valeur à leurs besoins.
Il m'est apparu clairement que j'avais confondu leur dépendance avec de l'amour. Chaque chèque que j'écrivais, chaque facture que je payais, c'était moi courant après une approbation qui ne venait jamais. Cette réalisation a fait mal, mais elle était aussi libératrice. Je n'étais pas seulement leur fille, j'étais une personne avec mes propres limites. De retour à la maison, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai appelé les compagnies d'électricité et de gaz, d'eau et d'internet pour demander à transférer les comptes au nom de maman et papa. J'ai contacté leurs propriétaires, expliquant que je ne couvrais plus le loyer. Chaque appel ressemblait à l'abandon d'une couche d'obligation. J'ai rédigé une lettre à envoyer avec les détails des comptes, en restant simple, ceux-ci sont désormais sous votre responsabilité. Je ne leur coupais pas les vivres par méchanceté, je leur donnais ce qu'ils réclamaient, l'indépendance. Le processus était fastidieux, mais chaque étape me rendait plus légère, comme si je récupérais des morceaux de moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal, quelque chose que je n'avais pas touché depuis des mois. J'ai écrit sur le soulagement qui m'envahissait, la façon dont les mots de Caleb résonnaient dans mon esprit, l'histoire de Karen sur le téléviseur, et la question de la doctoresse. Je ne suis plus leur distributeur automatique de billets, ai-je écrit en lettres grasses sur la page. J'ai le droit de dire non. Le fait de l'écrire ressemblait à une promesse envers moi-même. Pour la première fois, je voyais un avenir où ma valeur n'est pas mesurée par ce que je donne. J'ai fermé le journal, le cœur stable, prête pour tout ce qui allait arriver. Mercredi matin, j'étais en train d'installer un événement de mariage quand Dylan a fait irruption. La salle bourdonnait de prestataires installant des tables, mais son entrée a fait taire la pièce. Il n'était pas seul. Gavin Reed, un homme à la parole facile dans un costume sur mesure, le suivait, ses yeux scannant mon travail comme un prédateur évaluant sa proie. Je me suis figé, mes mains serrant une guirlande lumineuse. Le visage de Dylan était rouge, sa voix forte. Léla, nous devons parler. Maintenant. La fleuriste a jeté un coup d'œil, mais je lui ai fait signe d'ignorer, essayant de garder un cadre professionnel. Mon cœur battait la chamade, mais je n'étais plus la même personne qui avait cédé sous la pression la semaine dernière. J'en avais fini de fuir. Gavin s'est avancé, son ton étant mielleux mais menaçant. La boutique de ton frère est une mine d'or, Léla. Investis $50 000, ou je m'assurerai que chaque client à Atlanta sache que tu as abandonné ta famille. Ces mots étaient une menace calculée visant ma réputation d'organisatrice d'événements. J'avais passé des années à instaurer la confiance avec mes clients, et il essayait d'utiliser cela comme une arme. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai soutenu son regard. Vous n'aurez pas un centime, ai-je dit, ma voix étant stable. Dylan a ricané, arpentant la pièce, et dans son agitation, il a heurté une arche florale. La structure délicate s'est effondrée, les pétales s'éparpillant, une pièce maîtresse de $5 000 ruinée. Les prestataires ont eu le souffle coupé, et j'ai ressenti une vague de colère. C'était mon travail, mon espace. Sortez, ai-je dit, en montrant la porte du doigt. Tous les deux. J'ai transféré tous les comptes, loyer, électricité et gaz, tout, au nom de maman et papa. Vous êtes livrés à vous-même. Les yeux de Dylan se sont agrandis comme s'il ne croyait pas que j'étais passé à l'action. Gavin a souri de manière narquoise, impassible. Tu vas le regretter, a-t-il dit, mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà fait face à leurs menaces auparavant, sur Instagram, dans les messages vocaux, lors des dîners de famille. Cette fois, je ne reculais pas. Ils ont attardé leur présence comme s'ils s'attendaient à ce que je craque, mais je suis resté ferme. Finalement, ils se sont retournés et sont partis, Dylan marmonnant dans sa barbe. J'ai saisi mon téléphone et j'ai composé le 911, ma voix calme mais ferme. Je dois signaler un incident sur mon lieu de travail, ai-je dit au répartiteur, expliquant la perturbation et les dommages. Les prestataires regardaient, les yeux écarquillés, alors que je donnais les détails, l'arche effondrée, la menace de Gavin, l'imprudence de Dylan. À l'intérieur, j'étais furieuse, mais j'ai gardé mon sang-froid. Ce n'est pas seulement une histoire de fleurs. C'est une question de protéger ce que j'ai construit. Le répartiteur a promis qu'un agent ferait un suivi, et j'ai raccroché, mes mains tremblant sous l'effet d'un mélange d'adrénaline et de détermination. Je n'avais jamais appelé la police auparavant, mais je n'allais pas les laisser m'intimider dans mon propre espace. Je suis sorti pour prendre l'air, le soleil du matin étant chaud sur mon visage.
J'ai envoyé un message à Caleb, Dylan et un type viennent de débarquer au travail. Ils ont saccagé un décor de fleurs, mais j'ai tenu bon. Je vais bien. Sa réponse est arrivée rapidement, fier de toi, Léla. Tu gères. Ces mots m'ont ancré, un rappel que je n'étais pas seul. J'ai pensé à la semaine écoulée, la dispute dans le jardin, le message de désaveu, la publication Instagram. À chaque fois, je m'étais choisi, et cela commençait à sembler juste. Dylan et Gavin peuvent insister, mais ils ne peuvent pas me briser. Je construis quelque chose de plus fort maintenant, une vie selon mes propres termes. Une semaine plus tard, je buvais un thé dans un café local quand Nora m'a envoyé un message. Son message est apparu, la boutique de Dylan a coulé. Il travaille à temps partiel dans un supermarché maintenant. Je me suis arrêté, la vapeur de ma tasse tourbillonnant dans l'air. Je m'attendais à ce que son entreprise échoue, son parcours avec les cafés et les camions-restaurants en était une preuve suffisante, mais voir cela confirmé avait un goût différent. Il n'y avait pas de satisfaction, juste la reconnaissance tranquille que ses choix, et non les miens, l'avaient mené là. Dylan avait toujours compté sur mon argent pour le renflouer, mais sans lui, il faisait face à la réalité. J'ai répondu à Nora, j'imagine qu'il va devoir se débrouiller. Mon ton était calme, mais intérieurement, je mesurais le poids de sa chute. Nora a envoyé un autre message, celui-ci plus lourd, tes parents ont reçu un avis d'expulsion. Ils n'ont pas pu payer le loyer. Ma poitrine s'est serrée, non pas de culpabilité, mais avec un étrange mélange de tristesse et de clarté. Maman et papa s'étaient reposés sur moi pendant des années, sans jamais planifier le jour où je m'arrêterais. J'avais transféré leur compte, je leur avais donné une chance de prendre leurs responsabilités, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, la vie du propriétaire était leur conséquence. Je les ai imaginés emballant des cartons, les mêmes que Dylan avait photographiés pour sa publication Instagram. L'ironie ne m'échappait pas. Ils m'ont qualifié de sans cœur, mais c'est leur refus de s'adapter qui les a conduits là. J'ai ouvert Instagram, curieuse de voir si le drame avait pris de l'ampleur. Stacy avait encore publié, une longue tirade m'accusant d'abandonner ma famille, me qualifiant de sang-froid. Mais la réaction était différente cette fois, seulement une poignée de mentions j'aime, quelques commentaires vagues. Le feu qu'elle essayait d'attiser s'éteignait. Les gens passaient à autre chose, peu intéressés par son récit recyclé. J'ai ressenti une lueur de soulagement. Ces mots faisaient encore mal, mais ils perdaient de leur pouvoir. Le monde n'achetait plus son histoire, et moi non plus. J'ai fermé l'application, choisissant de ne pas m'engager, tout comme je l'avais fait auparavant. Mon silence était ma force. Mon téléphone a sonné avec un courrier électronique d'une cliente récente, la mariée du mariage de la semaine dernière. Léla, ton travail était impeccable, a-t-elle écrit. L'événement était magique. Nos invités en parlent encore. J'ai souri, la chaleur m'envahissant. C'est ce que j'ai construit, une carrière, une réputation, une vie qui m'appartient. Les éloges de la cliente étaient un rappel que ma valeur n'est pas liée aux exigences de ma famille. J'ai transféré le courrier électronique à mon équipe, fier de ce que nous avons accompli malgré le chaos. Leur drame ne peut pas toucher cette partie de moi. De retour à mon appartement, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit « Je ne les ai pas trahis ». J'ai arrêté d'entretenir leur dépendance. Les mots coulaient facilement, une vérité que je tournais autour depuis des semaines. Chaque paiement que j'effectuais, loyer, facture, les projets de Dylan, c'était moi essayant d'acheter leur amour, mais l'amour ne fonctionne pas de cette façon. S'arrêter n'était pas de la trahison, c'était me libérer. J'ai fixé la note, ressentant son poids. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est une proclamation de qui je deviens. J'ai rangé le bloc-notes, une promesse tranquille de continuer à me choisir. Plus tard dans la soirée, Nora a encore envoyé un message, j'ai quitté la discussion de groupe de la famille. J'en ai fini avec leur culpabilisation, a-t-elle ajouté. Tu fais ce qu'il faut, Léla. Je suis avec toi. Ces mots m'ont frappé comme une vague de gratitude. Nora avait toujours été celle qui voyait clair à travers les attentes de la famille, et maintenant elle se tenait à mes côtés. J'ai répondu, merci, Nora. Cela représente tout pour moi. Sa décision de quitter la discussion reflétait mon propre parcours, couper les ponts avec la toxicité, choisir l'authenticité plutôt que l'obligation. Je me suis rassise, le cœur plus léger, sachant que je n'étais pas seul dans ce combat. Un mois plus tard,
mon appartement ressemblait à un sanctuaire, pas à une zone de guerre. Le doux murmure de ma routine matinale, préparer le café, planifier des événements, apportait une paix que je ne pensais pas possible. Mon compte bancaire ne saignait plus pour un loyer ou des factures qui n'étaient pas les miens. J'étais libre du poids des attentes de ma famille, et c'était comme respirer pour la première fois depuis des années. J'ai marché vers mon bureau, la lumière du soleil entrant par la fenêtre, et j'ai ressenti une étincelle de joie dans la vie que j'étais en train de bâtir. Mon travail d'organisatrice d'événements prospérait, mes journées étant remplies de clients qui m'appréciaient pour mes compétences, pas pour mon portefeuille. Cette liberté n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle, une réappropriation de mon propre espace. Une enveloppe est arrivée par courrier, l'écriture étant indubitablement celle de maman. À l'intérieur se trouvait une lettre de Suzanne, son ton étant plus doux qu'auparavant. « Léla, rencontrons-nous et réconcilions-nous. Nous sommes toujours une famille. » Mon premier réflexe a été d'espérer, mais je me suis arrêté. Ces mots ressemblaient à de la paix, mais ils faisaient écho aux mêmes tentatives de culpabilisation que j'entendais depuis des années. J'ai répondu par écrit, mon stylo stable, « Je te souhaite le meilleur, maman, mais j'en ai fini de porter vos fardeaux. Mes limites restent. » J'ai posté la réponse, ne ressentant aucune colère, seulement de la détermination. Je ne fermais pas la porte pour toujours, mais je choisissais qui je laissais entrer. La lettre de Suzanne ne changeait rien à cela. Caleb et Nora sont devenus ma famille d'adoption, leur présence étant une chaleur qui ressemble à un foyer. Les rires de Caleb remplissaient mes soirées, son soutien constant étant un rappel que l'amour n'exige pas de sacrifice. Nora prenait des nouvelles régulièrement, ses messages étant pleins d'encouragement, « Tu assures, Léla. » Nous nous retrouvions pour le brunch, échangeant des histoires de travail et de rêves, sans aucune condition. Leur confiance en moi était inconditionnelle, un contraste saisissant avec la famille après laquelle je courais autrefois. Avec eux, je n'étais pas un distributeur de billets ou une solutionneuse de problèmes, j'étais juste Léla, et cela suffisait. Leur amour est un cadeau, pas une transaction. Lors de ma dernière séance avec la doctoresse, elle a demandé « Comment les limites vous protègent-elles » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit « Elles préservent ma valeur ». La doctoresse Hélène a hoché la tête, ses yeux étant bienveillants mais perçants. Nous avons parlé de la façon dont j'associais autrefois le fait de donner à celui d'être apprécié, de la façon dont je laissais les besoins de ma famille me définir. Poser des limites, dire non et prendre du recul m'avaient montré ma propre force. Les mots de la doctoresse ont persisté, « Vous n'êtes pas responsable de leur choix. » J'ai quitté son bureau en me sentant ancré, le sentiment de ma propre valeur n'étant plus lié à leur approbation. La thérapie n'est pas un remède miracle, mais c'est une carte qui me guide vers la clarté. En regardant en arrière, je vois la leçon que ce voyage m'a apprise. Poser des limites n'est pas égoïste, c'est ainsi que l'on vit en accord avec soi-même. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour signifiait tout donner, argent, temps, énergie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Mais le véritable amour ne vous vide pas, il vous élève. En m'éloignant des exigences de ma famille, j'ai trouvé ma propre voie, ma propre valeur. Je ne suis pas la méchante qu'ils ont dépeinte, ni l'héroïne que j'espérais être. Je suis juste moi, et cela suffit. Cette histoire n'est pas à propos de rejeter les gens, elle est à propos de choisir qui vous laissez entrer, et de vous choisir vous-même en premier. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci pour votre écoute. Votre soutien représente le monde entier. J'espère que mon histoire résonne en vous, que vous fassiez face à des drames familiaux ou que vous appreniez à poser vos propres limites. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelle est votre expérience pour vous affirmer? Et si cette histoire vous a parlé, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour me rejoindre pour la suite. Continuons cette conversation, parce que nous apprenons tous comment vivre en accord avec nous-mêmes.